150. Est vicieux par déficience un raisonnement dans lequel une des choses requises pour établir la conclusion est omise. Par exemple, alors que selon eux le raisonnement la richesse est soit bonne, soit mauvaise, soit indifférente, mais elle n'est ni mauvaise ni indifférente. Donc elle est bonne et valide. Le raisonnement suivant est mauvais par déficience. La richesse est soit bonne, soit mauvaise, soit indifférente. Et elle n'est pas mauvaise, donc elle est bonne. 151. Si donc je parviens à montrer que, selon leur position, il n'est possible de discerner aucune différence entre les raisonnements non concluants et les raisonnements concluants, j'aurais montré que le raisonnement concluant est insaisissable, de sorte que les bavardages interminables qu'il consacre à la dialectique sont vains. Je le montre comme suit. Et déficient, par exemple, la richesse est soit un mal, soit un bien, mais elle n'est pas un mal, donc elle est un bien, parce que dans la prémisse disjonctive, il y a un manque, à savoir la richesse est indifférente. 152. On a dit que le raisonnement non concluant par absence de cohérence se reconnaissait au fait que ces prémisses n'ont pas de consécution l'une avec l'autre, ni avec la conséquence, puisqu'il faut que le jugement sur l'énoncé connectif précède la connaissance de cette consécution, et que l'énoncé connectif est insaisissable comme nous l'avons établi. Le raisonnement non concluant par absence de cohérence sera aussi indécidable. 153. En effet, celui qui dit qu'un raisonnement est non concluant par absence de cohérence, si c'est en proférant une simple assertion, il aura en face de lui l'assertion contraire à celle qu'il a proférée. Mais s'il veut la démontrer par un raisonnement, on lui dira qu'il faut d'abord que ce raisonnement soit concluant, et ensuite démontrer que les prémices du raisonnement dont on dit qu'il présente une absence de cohérence sont sans cohérence. Mais nous ne saurons pas si le raisonnement est démonstratif, si nous n'avons pas un moyen communément reconnu de trancher à propos de l'énoncé connectif, par lequel nous jugeons si la conclusion suit de la combinaison des prémices du raisonnement. Et pour cela, il ne sera pas possible de distinguer des raisonnements concluants celui qu'on dit être vicieux par absence de cohérence. 154. Nous répliquerons la même chose à celui qui dit qu'un certain raisonnement est vicieux parce qu'il est proposé sous une forme mauvaise, car celui qui établit qu'une forme est vicieuse n'aura aucun raisonnement concluant sur lequel on soit d'accord pour pouvoir établir ce qu'il dit. 155. Mais par ces raisons, nous avons potentiellement déjà réfuté ceux qui s'efforcent de montrer qu'il y a des raisonnements non concluants par déficience. Si en effet le raisonnement achevé et accompli est indiscernable, celui qui a une déficience sera aussi obscur. Et de plus, celui qui veut montrer par un raisonnement qu'un certain raisonnement a une déficience, n'ayant pas de moyen qui fasse l'unanimité pour juger un énoncé connectif, par lequel il serait en mesure de juger de la valeur de la consécution du raisonnement énoncé par lui, il ne pourra pas dire après jugement et de manière correcte qu'il y a une déficience. 156. Mais le raisonnement que l'on dit être vicieux par redondance est lui aussi indiscernable des arguments démonstratifs. En effet, pour autant que cela concerne la redondance, même les raisonnements non démontrables dont les stoïciens nous rebattent les oreilles se trouveront non concluants. Et s'ils sont rejetés, toute la dialectique est renversée. Il s'agit en effet des raisonnements dont ils disent qu'ils n'ont pas besoin de démonstration pour leur établissement, mais qu'ils démontrent que les autres raisonnements sont concluants. Qu'ils soient redondants sera clair, car nous aurons exposé les indémontrables et inférés ainsi que ce que nous disons. 157. Il y a donc une pluralité d'indémontrables dans leurs rêves, mais ils proposent avant tout les 5 suivants auxquels ils estiment que tous les autres se ramènent. Le premier est celui qui, d'un énoncé connectif et de l'antécédent, conclut le conséquent. Par exemple, s'il fait jour, il y a de la lumière, mais il fait jour, donc il y a de la lumière. Le deuxième est celui qui, d'une prémisse connective et de l'opposé du conséquent, conclut l'opposé de l'antécédent. Par exemple, s'il fait jour, il y a de la lumière, mais il n'y a pas de lumière, donc il ne fait pas jour. 158. Le troisième est celui qui a de la négation d'une combinaison et l'un des termes de cette combinaison conclut l'opposé de l'autre terme. Par exemple, il n'est pas vrai qu'il fasse jour et qu'il fasse nuit, mais il fait jour, donc il ne fait pas nuit. Le quatrième est celui qui, d'une disjonction et de l'un des membres de la disjonction, conclut l'opposé du membre restant. Par exemple, soit il fait jour, soit il fait nuit, mais il fait jour, donc il ne fait pas nuit. Le cinquième est celui qui, d'une disjonction et de l'opposé de l'un des membres de la disjonction, conclut l'autre membre. Par exemple, soit il fait jour, soit il fait nuit, mais il ne fait pas nuit, donc il fait jour. 159. Tels sont les indémontrables dont ils nous rebattent les oreilles. Or, j'estime que tous sont non concluants par redondance. Par exemple, pour commencer par le premier, soit on est d'accord qu'il y a de la lumière, soit de l'antécédent, il fait jour, dans l'énoncé connectif. S'il fait jour, il y a de la lumière, soit cela est obscur.
Mais si c'est obscur, nous ne pourrons pas accepter l'énoncé connectif comme faisant objet d'un accord. Mais s'il est obvi que il fait jour étant vrai, il est nécessaire qu'il y a de la lumière, le soit aussi. Alors quand nous avons dit qu'il fait jour, il s'ensuit aussi qu'il y a de la lumière, de sorte que ce raisonnement, il fait jour, donc il y a de la lumière, est suffisant, et l'énoncé connectif, s'il fait jour, il y a de la lumière, est redondant. 160. Nous en userons de la même manière avec le deuxième indémontrable. En effet, soit il est possible que l'antécédent soit vrai alors que le conséquent ne l'est pas, soit ce n'est pas possible. Mais si c'est possible, l'énoncé connectif ne sera pas valide. Et si ce n'est pas possible, en même temps que l'on pose non le conséquent, on pose aussi le non en antécédent. Et de nouveau, l'énoncé connectif est redondant. Le raisonnement avancé étant celui-ci. Il n'y a pas de lumière, donc il ne fait pas jour. 161. On peut tenir le même raisonnement à propos du troisième indémontrable. En effet, soit il est obvi qu'il n'est pas possible que dans la combinaison les membres existent conjointement, soit c'est obscur. Et si c'est obscur, nous n'accorderons pas la négation de la combinaison. Mais si c'est obvi, en même temps qu'on pose l'un des membres, on supprime l'autre et la négation de la combinaison est redondante. Nous raisonnons alors ainsi. Il fait jour, donc il ne fait pas nuit. 162. Nous disons des choses semblables pour le quatrième et le cinquième indémontrable. En effet, soit il est vrai, soit il est obvi que dans la disjonction l'un des membres est vrai et l'autre faux, le conflit étant complet. Dans un conflit complet, l'une des propositions doit être vraie. Dans un conflit partiel, l'une peut être vraie. Qui est ce qu'annonce la disjonction, soit c'est obscur. Soit c'est obscur. Et si c'est obscur, nous n'accorderons pas la disjonction. Et si c'est obvi, une fois qu'on a posé l'un des termes, il est manifeste que l'autre n'est pas vrai. Et quand l'un a été supprimé, il est obvi que l'autre est vrai. De sorte qu'il suffit de proposer le raisonnement sous cette forme. Il fait jour, donc il ne fait pas nuit. Il ne fait pas jour, donc il fait nuit. Et la disjonction est redondante. 163. Il est possible de faire des considérations semblables à propos des syllogismes appelés catégoriques, dont on se sert surtout dans l'école péripatéticienne. Ainsi ce raisonnement, le juste est beau, le beau est bon, donc le juste est bon. Soit on est d'accord et il est obvi que le beau est bon, soit c'est disputé et obscur. Mais si c'est obscur, cela ne sera pas accordé quand le raisonnement est proposé. Pour cette raison, le syllogisme ne conclura pas. Mais s'il est obvi que tout ce qui est beau est aussi bon, dans tous les cas, en même temps qu'il a été dit que cette chose individuelle est belle, il est impliqué du même coup qu'elle est aussi bonne. De sorte qu'il suffit de proposer ce raisonnement. Le juste est beau, donc le juste est bon. L'autre prémisse dans laquelle on dirait que le beau est bon étant redondante. 164. De même aussi pour ce raisonnement, Socrate est un humain, tout humain est un animal, donc Socrate est un animal. S'il n'est pas obvi de soi-même que tout ce qui est humain est aussi animal, il n'y aura pas accord sur la prémisse universelle. Prémisse traduit protasis, terminologie aristotélécienne, et nous ne l'accorderons pas dans le raisonnement proposé. 165. Mais s'il suit du fait d'être un être humain, le fait d'être effectivement un animal, et que pour cela l'on tienne pour vrai la prémisse tout humain est un animal, en même temps qu'on a dit que Socrate était un humain, il est impliqué du même coup qu'il est aussi un animal, de sorte qu'il suffit de proposer ce raisonnement. Socrate est un humain, donc Socrate est un animal, et la prémisse tout humain est un animal est redondante. 166. Disons, pour ne pas nous appesantir maintenant sur ce sujet, qu'il est possible de se servir de méthodes semblables dans le cas des autres raisonnements catégoriques premiers. Puisque sont redondants les raisonnements que les dialecticiens prennent comme fondement de leur syllogisme, dans la mesure où la redondance joue, toute la dialectique est renversée, étant donné que nous ne pouvons distinguer les raisonnements redondants et pour cette raison non concluants des syllogismes qu'on appelle concluants. 167. Mais si les raisonnements à une seule prémisse ne conviennent pas à certains, ces gens ne sont pas plus dignes de confiance qu'Antipater, qui ne rejette pas les raisonnements de cette sorte. On ne peut construire de syllogisme à une seule prémisse, même si le stoïcien Antipater soutient contre le consensus de tous les autres, tu vois donc tu es vivant. Chrysippe avait particulièrement critiqué les syllogismes à une seule prémisse. La position d'Antipater, qui a dirigé l'école stoïcienne au IIe siècle avant Jésus-Christ, apparaît donc comme parricide. Pour ces raisons, le raisonnement qui est appelé concluant chez les dialecticiens est indécidable. Mais de plus, le raisonnement vrai est impossible à trouver à la fois pour les raisons susdites et parce qu'il y a besoin dans tous les cas que le conséquent soit vrai. En effet, la conclusion qui est qualifiée de vraie est aussi soit apparente, soit non apparente. 168. Elle ne peut pas du tout être apparente car elle n'aurait pas besoin d'être décelée par le biais de prémices si elle nous impressionnait par elle-même et n'était pas moins apparente que ces prémices.
Mais si elle est obscure, puisqu'il y a un désaccord indécidable concernant les choses obscures, comme nous l'avons suggéré plus haut, et que pour cela elles sont insaisissables, la conclusion du raisonnement que l'on dit vrai sera insaisissable. Mais si cela aussi est insaisissable, nous ne saurons pas ici ce qui est conclu est vrai ou faux. Nous ignorerons donc si le raisonnement est vrai ou faux, et le raisonnement vrai sera impossible à trouver. 169. Mais si on laisse cela de côté, le raisonnement qui conclut quelque chose d'obscur par le biais de choses obvies sera impossible à trouver. Si en effet la conséquence suit de la combinaison des prémices, et si ce qui suit, c'est-à-dire le conséquent, est relatif à quelque chose, à savoir relatif à l'antécédent, et que les relatifs sont saisis ensemble, comme nous l'avons établi, alors si la conclusion est obscure, les prémices elles aussi seront obscures. Et si les prémices sont obvies, la conclusion aussi sera obvie, étant donné qu'elle est saisie en même temps d'elle, qu'elles qui sont obvies, de sorte que l'obscur n'est plus conclu de choses obvies. 170. Pour ces raisons, la conséquence n'est pas non plus révélée par les prémices, étant donné qu'elle les soit obscure et on ne la saisit pas, soit obvie, et elle n'a pas besoin d'être révélée. Si donc on dit que la démonstration est un raisonnement qui conclut, c'est-à-dire qui est concluant, qui révèle une conséquence obscure par le biais de choses dont la vérité est objet d'accord, et si nous avons suggéré qu'aucun raisonnement n'est ni concluant, ni vrai, ni ne conclut quelque chose d'obscur à partir de certaines choses obvies, ni ne révèle la conclusion, il est manifeste que la démonstration n'existe pas. 171. Par la texte suivante, nous trouverons également que la démonstration est inexistante et inconcevable. En effet, celui qui dit que la démonstration existe pose une démonstration soit générique, soit spécifique. Mais il n'est possible de poser de démonstration ni générique ni spécifique comme nous le suggérerons. Or, il est impossible d'en concevoir une autre à part celle-ci. Nul ne peut donc poser la démonstration comme existante. 172. La démonstration générique est inexistante pour les raisons suivantes. Soit elle a certaines prémices et une certaine conséquence, soit elle ne les a pas. Si elle ne les a pas, ce n'est même pas une démonstration. Mais si elle a certaines prémices et une certaine conséquence, puisque tout ce qui est démontré, tout ce qui démontre de cette manière est particulier, ce sera une démonstration spécifique. Il n'existe donc pas de démonstration générique. 173. Mais il n'y a pas non plus de spécifique. En effet, ils diront qu'une démonstration est soit le système formé des prémices et de la conclusion, soit le système formé des seules prémices. Mais aucun des deux n'est une démonstration comme je vais l'établir. Donc il n'y a pas de démonstration spécifique. 174. Le système formé des prémices et de la conséquence n'est pas une démonstration. D'abord, parce qu'ayant une partie obscure, à savoir la conséquence, il sera obscur, ce qui est absurde. Car si la démonstration est obscure, elle aura elle-même besoin de quelque chose pour la démontrer, plutôt qu'elle ne sera démonstrative d'autre chose. 175. Ensuite, puisqu'on dit que la démonstration est relative à quelque chose, à savoir relative à la conséquence, et que les relatifs sont conçus relativement à d'autres choses, comme ils le disent eux-mêmes, ce qui est démontré doit être différent de la démonstration. Donc, si ce qui est démontré est la conclusion, la démonstration ne sera pas conçue avec la conclusion. En effet, soit la conclusion contribue en quelque chose à sa propre démonstration, soit pas du tout. Mais si elle y contribue, elle sera révélatrice d'elle-même, et si redondante, elle n'y contribue pas. Elle ne sera pas une partie de la démonstration, puisque nous dirons qu'elle est vicieuse par redondance. 176. Mais une démonstration ne peut pas être non plus le système formé des seules prémices. En effet, qui pourrait dire que l'expression suivante « s'il fait jour, il y a de la lumière, mais il fait jour » est un raisonnement où exprime complètement une pensée. Donc le système formé des seules prémices n'est pas une démonstration. Donc la démonstration spécifique n'a pas non plus d'existence. Mais si ni la démonstration spécifique ni la démonstration générique n'existent, et qu'en dehors de celle-ci on ne peut concevoir de démonstration, la démonstration est non existante. 177. Il est aussi possible de suggérer la non-existence de la démonstration à partir de ce qui suit. S'il existe en effet une démonstration, elle est soit apparente et révélatrice d'une chose apparente, soit obscure et révélatrice d'une chose obscure, soit obscure et révélatrice d'une chose apparente, soit apparente et révélatrice d'une chose obscure. Mais elle ne peut être conçue comme révélatrice d'aucune de ces manières, donc elle est inconcevable. 178. Effectivement, si elle est apparente et révélatrice d'une chose apparente, ce qui est révélé sera en même temps apparent et obscur. Apparent puisqu'il a été posé tel, mais obscur puisqu'il a besoin de ce qui le révèle et qu'il ne nous impressionne pas clairement de lui-même. Si elle est obscure et révélatrice d'une chose obscure, elle aura besoin de ce qui la révèle et ne sera pas révélatrice des autres choses, ce qui est éloigné de la notion de démonstration. 179. Pour ces raisons, il n'est pas possible non plus qu'il y ait une démonstration obscure d'une chose obvie, mais il n'y en a pas non plus d'obvie
d'une chose obscure, car puisque la démonstration est relative à quelque chose et que les relatifs sont saisis en même temps, ce qui est dit être démontré étant saisi en même temps que la démonstration obvie sera obvi, de sorte que le raisonnement est renversé et que ce qui démontre une chose obscure ne pourra se trouver être obvi. Si donc la démonstration n'est ni apparente et révélatrice de quelque chose d'apparent, ni obscure et révélatrice de quelque chose d'obscur, ni obscure et révélatrice de quelque chose d'obvi, ni obvi et révélatrice de quelque chose d'obscur, et qu'ils disent qu'il n'y a en aucun cas en dehors de cela, il faut dire que la démonstration n'est rien. 180. Outre cela, il faut ajouter ceci. Il y a un désaccord à propos de la démonstration. Les uns, en effet, affirment qu'elle n'existe même pas, comme ceux qui disent que d'une manière générale, rien n'existe. Les autres, qu'elle existe, comme le disent la plupart des dogmatiques. Quant à nous, nous ne disons pas qu'elle existe plutôt qu'elle n'existe pas. 181. Par ailleurs, la démonstration enveloppe dans tous les cas un dogme, mais il y a des accords sur tout dogme, de sorte qu'il est nécessaire qu'il y ait des accords sur toute démonstration. Car si on est d'accord sur la démonstration, que le vide existe, exemple pris pour les besoins du raisonnement, on est aussi d'accord que le vide existe. Il est clair que ceux qui contestent l'existence du vide contestent aussi sa démonstration. Le même argument s'applique aux autres dogmes pour lesquels il y a démonstration, de sorte que toute démonstration est objet de contestation et de désaccord. 182. Puisque donc la démonstration est obscure du fait du désaccord à son sujet, car ce qui est objet de désaccord, en tant qu'il est objet de désaccord, est obscur. Elle n'est pas visible par elle-même, mais doit pour nous être établie par une démonstration. Par conséquent, la démonstration par laquelle la démonstration est établie ne sera ni objet d'accord ni visible, car nous sommes en train de chercher s'il existe une démonstration en général. Mais étant objet de désaccord et obscure, elle aura besoin d'une autre démonstration, et celle-ci d'une autre, et cela à l'infini. Mais il est impossible de démontrer à l'infini, il est donc impossible d'établir qu'une démonstration existe. 183. Mais elle ne peut pas non plus être révélée par un signe, car l'existence d'un signe étant l'objet de recherche et la démonstration ayant besoin du signe pour sa propre existence, on se retrouvera dans le mode du diallèle, la démonstration ayant besoin d'un signe et le signe à son tour d'une démonstration, ce qui est absurde. Mais il est aussi impossible de trancher le désaccord concernant la démonstration pour les raisons suivantes. Puisque la décision requiert un critère et qu'il existe une recherche sur le point de savoir s'il y a un critère, comme nous l'avons établi, et que pour cette raison le critère a besoin d'une démonstration montrant qu'il existe un critère, on se trouvera de nouveau dans le mode du diallèle de l'aporie. 184. Si donc on ne peut suggérer que la démonstration existe, ni par démonstration, ni par signe, ni par critère, et si elle n'est pas non plus obvie par elle-même, comme nous l'avons suggéré, l'existence de la démonstration sera insaisissable. Mais pour cette raison aussi, elle est inexistante. En effet, elle est conçue avec l'acte de démontrer, mais elle ne pourrait pas démontrer sans être saisie. C'est pourquoi il n'y aura pas de démonstration. 185. Sous forme d'esquisse, en voilà assez contre la démonstration. Mais les dogmatiques, en établissant le contraire, disent que les arguments proposés contre la démonstration sont soit démonstratifs, soit non démonstratifs. Et s'ils ne sont pas démonstratifs, ils ne peuvent pas démontrer qu'il n'existe pas de démonstration. Mais s'ils sont démonstratifs, ils introduisent eux-mêmes l'existence de la démonstration par renversement de l'argument. 186. À partir de là, ils proposent aussi un argument de cette sorte. S'il y a une démonstration, il y a une démonstration. S'il n'y a pas de démonstration, il y a une démonstration, mais soit il y a une démonstration, soit il n'y a pas de démonstration. Donc il y a une démonstration. Il propose aussi dans le même style l'argument suivant. Ce qui suit des opposés est non seulement vrai, mais nécessaire. Mais il y a une démonstration et il n'y a pas de démonstration, sont opposés et il suit de chacun des deux qu'une démonstration existe. Donc une démonstration existe. 187. On peut répliquer à cela par exemple que puisque nous estimons qu'aucun raisonnement n'est démonstratif, nous disons aussi que les raisonnements concernant la démonstration ne sont pas complètement démonstratifs, mais nous paraissent plausibles, et ceux qui sont plausibles ne sont pas nécessairement démonstratifs. Mais si après tout ils sont démonstratifs, ce que nous n'assurons pas, ils sont dans tous les cas également vrais. Mais sont vrais, c'est des raisonnements qui concluent quelque chose de vrai, de chose vraie. Donc leur conséquence est vraie, laquelle était, il n'y a donc pas de démonstration. Il n'y a pas de démonstration est donc vraie par renversement de l'argument. 188. Les raisonnements comme les drogues purgatives s'expulsent elles-mêmes avec les matières qui séjournent dans le corps, peuvent de façon identique se supprimer eux-mêmes en même temps que les autres raisonnements que l'on appelle démonstratifs. Cela en effet n'est pas invraisemblable puisque l'expression « rien n'est vrai » non seulement supprime chacune des différentes choses, mais se renverse aussi elle-même avec le reste. On peut montrer que le raisonnement suivant, s'il y a une démonstration, il y a une démonstration, s'il n'y a pas de démonstration, il y a une démonstration. Mais soit il y en a, soit il n'y en a pas, donc il y en a. Et non concluant de beaucoup de manières, mais pour le moment il sera suffisant de procéder par le moyen suivant. 189.
Si l'énoncé connectif, s'il y a une démonstration, il y a une démonstration est valide, il faut que l'opposé du conséquent, à savoir il n'y a pas de démonstration, soit en conflit avec il y a une démonstration, car c'est cela l'antécédent de l'énoncé connectif. Or, selon eux, il est impossible pour un énoncé connectif d'être valide s'il est composé de propositions en conflit, car l'énoncé connectif annonce que lorsque son antécédent et son conséquent est aussi, alors que des propositions en conflit, au contraire, annoncent que lorsque l'une quelconque d'entre elles est, il est impossible que l'autre existe. Si donc cet énoncé connectif, s'il y a une démonstration, il y a une démonstration est valide, il n'est pas possible que soit valide l'énoncé connectif s'il n'y a pas de démonstration, il y a une démonstration. 190. Inversement, si nous accordons à titre d'hypothèse que l'énoncé connectif, s'il n'y a pas de démonstration, il y a une démonstration, est valide, alors il y a une démonstration peut exister conjointement avec il n'y a pas de démonstration. Mais s'il peut exister conjointement avec lui, il n'est pas en conflit avec lui. Donc dans l'énoncé connectif, s'il y a une démonstration, il y a une démonstration, l'opposé du conséquent n'est pas en conflit avec l'antécédent, de sorte qu'à son tour, cet énoncé connectif ne sera pas valide quand l'autre est posé comme valide à titre de concession. 191. Mais s'il n'y a pas de démonstration, n'est pas en conflit avec il y a une démonstration, la disjonction soit il y a une démonstration, soit il n'y a pas de démonstration ne sera pas valide non plus, car la disjonction valide annonce que l'un de ses membres est valide, alors que l'autre ou les autres sont faux ou faux et en conflit. Ou alors, si la disjonction est valide, l'énoncé connectif, s'il n'y a pas de démonstration, il y a une démonstration, se trouvera à son tour être mauvais, étant composé d'éléments en conflit. Donc les prémices dans le raisonnement que l'on vient de dire sont dissonantes et se suppriment mutuellement. 192. C'est pourquoi le raisonnement n'est pas valide. Mais ils ne sont pas non plus capables de montrer que quelque chose découle des opposés, n'ayant pas de critères de la consécution comme nous l'avons établi. Nous disons cela en supplément, car si les raisonnements concernant la démonstration sont plausibles, et supposons qu'ils le soient, et que les attaques invoquées contre la démonstration sont également plausibles, il est nécessaire de suspendre son assentiment au sujet de la démonstration. Elle aussi en disant que pas davantage, elle est plutôt qu'elle n'est pas.